Bonjour à tous. Je suis Gérard Rayet, je suis le directeur de la division AEC chez Autodesk, Architecture, Ingénierie, Construction. Pour cette journée, je serai accompagné de Patrick Geoffrey dans la salle. Et on sera à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos questions, si vous avez encore des questions ou des interrogations à propos de BIM. Le BIM, c'est tout ce que vous venez de voir lors de cette vidéo. La totalité de ces maquettes numériques sont aujourd'hui des réalisations ou en cours de réalisation. Un petit mot sur Autodesk très rapidement. Je remercie FISA de nous avoir invités pour ce 30e anniversaire, très très important pour nous. Autodesk, on a 33 ans, on est un petit peu plus âgé. C'est aujourd'hui un peu plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Nous sommes présents dans un peu plus de 130 pays. C'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires, mais c'est surtout 4000 partenaires dans le monde. 4000 compagnies comme FISA qui collaborent, qui travaillent depuis de très nombreuses années, des décennies maintenant, et qui sur nos plateformes, puisque nous sommes un éditeur de logiciels et nous réalisons exclusivement des plateformes comme Revit, sur ces plateformes vont mettre à votre disposition localement, sur la base de nos produits disponibles dans 21 langues, vont mettre leur savoir-faire, leur métier à contribution, de façon à vous apporter des outils finis qui correspondent aux règles métiers sur lesquelles vous travaillez. Le BIM. Petite définition du BIM, très important. Le BIM, le terme BIM est tellement galvaudé aujourd'hui, malheureusement, qu'il est important de se réunir autour d'une seule et unique définition. Le BIM, c'est un processus métier de génération et d'exploitation des données de la construction. Et lorsqu'on parle de construction, Building Information Modeling, la forme IFG, c'est ce qui est en construction. Ça touche l'ensemble des domaines d'activité de l'aménagement du territoire, pas exclusivement le bâtiment. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc, il va permettre de concevoir, de réaliser, d'exploiter un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce n'est pas spécialement que la conception. Lorsqu'on va remettre les clés d'une réalisation à son propriétaire, il est nécessaire qu'il puisse en assurer l'entretien, la maintenance. 72% du coût de construction d'un bâtiment, c'est non pas dans la phase de conception, c'est dans la phase d'exploitation. Donc ça va permettre aux architectes, aux ingénieurs, aux constructeurs, aux maîtres d'ouvrage de créer puis d'exploiter efficacement ces données numériques, de les utiliser de manière à pouvoir visualiser, simuler, analyser les performances et les caractéristiques des ouvrages avant même que le premier coup de pioche soit donné sur le terrain. Gardez ça en tête, c'est très très important. Alors le BIM, pourquoi ? On est dans un monde aujourd'hui qui évolue à vitesse grand V. La révolution numérique, elle est là. C'est une réalité. Vous la vivez tous les jours depuis de nombreuses années avec les différents outils que vous pouvez utiliser. Vous êtes des gens qui sont d'une manière générale connectés. Et il y a tous les jours de nouvelles initiatives dans le domaine du numérique qui nous arrivent, qui nous repoussent, si je puis dire, vers de nouvelles exploitations. Le BIM, c'est une transformation de nos business models. De nombreuses fois, on a pu entendre ce genre de choses. Vous verrez que le train est déjà parti, même en France. Je me mettrai au BIM lorsqu'on me le demandera. Il sera trop tard, je pense, très sérieusement. C'est pour nous une véritable révolution numérique, mais c'est également un potentiel financier qui est à portée de main. Les estimations en cours aujourd'hui nous font une estimation globale entre 12 et 15 milliards de dollars d'ici 2020. Essayez de réfléchir ce que ça représente. Alors la révolution, elle est en cours. Est-ce qu'on est ici face au chantier numérique de demain? Cocorico, c'est en France. Construction d'une tour de 6 mètres, réalisée par des robots, pilotés depuis ordinateur, qui vont respecter la maquette numérique, bien évidemment, dans son ensemble, qui a été générée dans la phase de conception, et qui vont aller positionner l'ensemble des éléments au bon endroit, à bon moment, et sans bien évidemment aucun accident. Alors le BIM Mandate, ou tout du moins les règles du BIM, c'est quelque chose qui est déjà lancé depuis très très longtemps. L'Europe était en retard, l'Angleterre est partie depuis 2006 maintenant sur le domaine. Vous voyez un petit peu tous les secteurs qui se sont lancés au cours de ces dernières années. C'est avant tout une demande qui vient dans le secteur public. Ce sont des engagements qui sont pris au niveau du secteur public pour les réalisations d'aujourd'hui et de demain. Ça touche tous les domaines, ça touche l'ensemble des secteurs géographiques de la planète aujourd'hui et depuis nombreuses années. Alors les BIM Mandates, si on vient sur une définition, c'est une ordonnance officielle qui, via une commission, va nous permettre de nous engager vers un processus métier.
Les standards, c'est le but à atteindre en termes de qualité et de réalisation souhaitée. Et vous voyez ici apparaître la partie française, si je puis dire, le plan numérique de Beltran-Delcamp qui a été repris ces dernières années. Dans certains cas, c'est anticipé. En France, en l'occurrence, et en Allemagne, nos ministres respectifs se sont lancés dans cette opération déjà depuis pas mal de temps pour s'intéresser aux bénéfices que pouvait apporter le BIM. Cette étude est très très intéressante, réalisée par KPMG au niveau mondial, tout près des entreprises de construction. Avez-vous été non performant sur des projets que vous avez réalisés récemment? Globalement, est-ce que vous avez perdu de l'argent? La réponse à 70%, 77%, c'est oui. Très très important. Les modes de conception et de construction traditionnels restent très coûteux. Quelques exemples, pour revenir sur les problématiques de quai de la SNCF qui vont d'une manière générale nous coûter quelques euros, voire plus, certainement quelques millions. La remise des clés de l'aéroport de Berlin, ça a été une remise d'une réalisation et en même temps 65 000 problèmes constatés de manière effective du fait d'une utilisation ancienne, tout simplement de modèles anciens en termes de construction. Tous ces problèmes sont parfaitement documentés depuis de très nombreuses années. Et c'est des choses que vous avez certainement dans votre domaine d'activité rencontrées. Les conventions contractuelles et professionnelles qui stoppent la modernisation. Des équipes projets qui doivent collaborer sur une manière standardisée et qui n'ont pas cette possibilité tout simplement, échange d'informations avec cassure de collaboration. D'une manière générale, les estimations sur ce domaine sont de l'ordre de 12 à 15 millions de dollars sur les dernières réalisations faites en Europe au cours de ces 5 dernières années. Quelque chose de très important. Vous voyez aujourd'hui où se situe la construction, tout en bas ici. On voit qu'on est largement dépassé, même des domaines comme l'agriculture sont devant nous, utilisent le numérique d'une manière très générale. Le potentiel qui est à portée de main est très très important en termes de gains financiers, bien évidemment. Alors le BIM pour qui? Un florilège de communication passé dans la presse, auquel vous êtes très certainement abonné depuis nombreuses années. Les dernières sont très très importantes. Celle qui me paraît importante ici, passer d'un travail séquentiel à un travail collaboratif, 20% de plus de phase de conception pour gagner 20% dans le domaine de la réalisation. C'est quelque chose de très très important et qui touche tous les domaines d'activité. Est-ce que vous avez entendu parler de cette communication faite par la Communauté européenne le 15 janvier 2014? Dans la salle, vous aviez déjà entendu de ce genre de choses? Une seule personne, 2, 3 personnes? Merci Fisa. Voilà. Cette règle qui a été propulsée, si je puis dire, par la Commission européenne, c'est une directive qui va permettre à chaque État membre d'encourager, de spécifier, de rendre obligatoire le BIM pour tous les projets de construction qui sont financés par des fonds publics. Donc ça, c'est une réalité. Ça a été repris par nos ministres de la construction, Cécile Duflot et Sylvia Pinel, qui l'a remplacé. Le numérique va permettre aux acteurs de gagner en efficacité collective et en qualité. C'est un excellent outil de travail collaboratif. Gardez cet élément en tête, c'est très très important, dans toute la phase de conception et d'exécution. À partir de cela, dans les mains de Bertrand Delcamp, la mise en place d'un plan numérique qui a été remis au mois de décembre 2014. Vous voyez que les choses se sont accélérées et dès cette année, dès le mois de mars, déjà les premiers éléments ont été lancés, l'expérimentation des normes BIM, les outils et les méthodes à développer pour mettre tout ça en place. Donc le BIM, c'est une réalité, c'est déjà parti et comme le disait Jérôme tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas laisser passer le train. Un certain nombre d'appels d'offres auxquels vous avez déjà été confrontés dans le bulletin officiel des marchés publics. Et on voit que depuis 2012, déjà, des appels d'offres ont été lancés pour mettre en œuvre donc, ces Building Information Modeling, donc cette maquette numérique de construction pour le bâtiment. Alors pour quel type de projet? Un exemple, cette tour 632 mètres, qui peut le plus, peut le moins, bien évidemment, où le BIM a été exigé dans toute la phase de conception et de construction pour l'exploitation du bâtiment. Vous êtes venu principalement pour ces 3 jours autour de votre domaine d'activité, la partie génie climatique, le BIM, au sens MEP du terme. Ça peut aller jusqu'à ce style de problématique. Imaginez d'essayer
comme le disait Jérôme tout à l'heure, de mettre sur un plan, même à zéro, ce genre de document, je défie n'importe qui d'être capable de le lire. Et ça peut descendre sur les projets qui sont en cours actuellement. Vous savez que dans le cadre du Grand Paris, un certain nombre de gares, une quarantaine de gares sont prévues, et les choses évoluent dans ce sens-là. Autre point très important, dans le plan de Sylvia Pinel, Bertrand Delcamp, 500 000 bâtiments à rénover dans les 2 ans qui viennent, la capture de la réalité, l'évolution numérique, la capacité des scanners, des drones, etc. aujourd'hui, de pouvoir vous mettre à disposition une capture de l'existence, c'est-à-dire le modèle tridimensionnel tel que réalisé, tel que ça existe aujourd'hui, y compris dans des bâtiments de ce type, comme nous sommes ici, donc des bâtiments très très anciens. Pouvoir capturer l'information lorsqu'on n'a plus de plan. Exemple de théâtre lyrique de Milan, ici, 550 nuages de points, plus de 10 millions de points, 4 jours de travail, réalisation avec une équipe de 5 personnes, en 2 semaines, modélisation complète du théâtre lyrique de Milan. Voilà quelques exemples de réalisation. Mais également, on parlait tout à l'heure, autour de la table ronde, de la puissance des ordinateurs qui sont mis à disposition aujourd'hui dans le cloud. C'est ce qu'on appelle les big data, les levées scanners ou de drones. Ici, un exemple, un extrait du modèle de la ville de San Francisco. Donc un ensemble de modèles à l'échelle d'une ville mis à disposition pour n'importe quelle étude, n'importe quelle conception qui peut se mettre en place dans n'importe quel quartier. Tout ça pour quel bénéfice? Principalement et avant tout la collaboration et l'échange. Dans toutes les phases préliminaires de conception, de construction et d'exploitation, éviter de casser le transfert d'informations qui peut se faire entre tous les gens de métier qui interviennent dans leur secteur autour d'une même maquette. Bien évidemment, les retours sur investissement sont quantifiés en termes de coûts, en termes de qualité, de délai et de fabrication, voire de préfabrication. Est-ce que vous avez peut-être vu récemment encore sur YouTube une vidéo d'une entreprise chinoise qui a construit un hôtel de 48 étages en 30 jours? Ça vous dit quelque chose? Regardez ça. Voilà, quelqu'un l'a vu. La préfabrication, quelque chose de très important. Alors j'ai pris quelques exemples, mais en particulier celui du gouvernement anglais, où le ministre a été assez clair sur le domaine, un certain nombre d'objectifs, objectifs à 2020 et 2025, mais dès 2017, réduire les coûts de construction de 33%, délivrer beaucoup plus rapidement, de l'ordre de 50%, réduire les émissions carbone de 50% et augmenter l'échange et l'import-export d'informations autour d'une même maquette de l'ordre de 50%. Des objectifs clairs, définis par un leader au niveau du ministère et qui va être ensuite appliqué par le Centre des entreprises de construction. Alors pour Autodesk, notre métier, nous, très simple, fournir à nos partenaires, à nos clients, de l'ordre d'aujourd'hui une centaine de millions dans le monde, je parle des clients, sur l'ensemble de l'offre Autodesk, fournir des plateformes qui vont permettre à nos partenaires, à nos clients, de réaliser l'ensemble de leurs besoins. Couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet, depuis la phase de programmation jusqu'à la phase, voire même rénovation, mais jusqu'à la phase de déconstruction de bâtiments. On travaille actuellement avec EDF, on va dire très simplement, pour faire des études de démantèlement de zones un petit peu polluées ou de bâtiments un petit peu difficiles au niveau central nucléaire. Donc pour nous, c'est de mettre à disposition l'ensemble des outils, l'ensemble des plateformes logicielles qui vont vous permettre, depuis l'acquisition, la capture de réalité, en passant par la conception, la communication, la visualisation, la quantification, la planification, d'aller jusqu'à la phase d'exploitation et de facility management, bien évidemment, du bâtiment. Avec une offre logicielle excessivement importante, de l'ordre de 140 produits que nous avons réunis sur des suites. Les suites aujourd'hui logicielles Autodesk les plus utilisées plus couramment, les Building Suite Premium par exemple dans le domaine de l'architecture, ça a été pour nous de décider une bonne fois pour toutes de réunir 43 000 € de logiciels dans une seule suite et de vous les mettre à disposition pour le prix d'un AutoCAD. J'ai refait le calcul. À l'époque où Michel Fauconnet s'est lancé sur AutoCAD, ça coûtait 41 400 francs, un AutoCAD, tout seul. Mettiez un PC 286 dessus pour essayer de faire tourner tout ça, belle galère. Mais on l'a vécu, on est passé par là. Donc aujourd'hui, on vous met à disposition, avec la puissance des machines, ce genre d'informations. Ça va permettre
si on prend la plateforme Revit, par exemple, dans la Building Design Suite, de couvrir, depuis les phases de conception, de design, de tout ce qui est detailing, simulation, documentation et fabrication, l'ensemble des besoins avec des outils comme Revit ou Revit LT, par exemple, avec des outils de calcul ou de pré-calcul qui vont nous permettre de pousser dans ces derniers retranchements ces logiciels, je pense à Dynamo en particulier, au Formit, mais également pour toute la partie calcul de structure. Encore un cocorico, Patrick est un digne représentant de Robobat, une compagnie que nous avons achetée en 2006 pour son savoir-faire, le développement réalisé depuis une vingtaine d'années à l'époque sur nos outils pour tout ce qui est calcul de structure au sens le plus large du terme et tout ce qui va être préfabrication avec l'offre que vous pourrez peut-être d'ailleurs voir pendant ces quelques jours. Autre point très très important, on a été pendant très très longtemps sujet à faire des investissements machines correspondant aux besoins très très gourmands de nos logiciels. Pensez simplement qu'aujourd'hui, vous avez des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de matériels informatiques à votre disposition au travers des logiciels Autodesk, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de lancer directement dans le cloud, dans les nuages, des calculs par exemple très très importants, très gourmands en termes de puissance machine, de les lancer directement dans les nuages et qu'ils soient réalisés à votre disposition par des dizaines, des centaines ou des milliers de machines de façon à retrouver votre calcul de visualisation ou de simulation, par exemple directement sur vos machines. Interopérabilité, autre point très très important sur lequel je vais insister. Revit est une plateforme OpenBeam. Alors que nous sommes un éditeur de logiciels autonome, c'est une plateforme OpenBeam. Nous sommes membres fondateurs de Building Smart, à l'origine d'AI, et nous avons toujours poussé tout ce qui touche aux International Foundation Classes, c'est-à-dire aux IFC, et c'est quelque chose qui est disponible dans l'ensemble de l'offre Building Autodesk. Revit a été le premier logiciel à être certifié sur la norme IFC 2.3. Et nous travaillons de manière globale sur tout cela. Nous avons donc décidé, pour accélérer la mise à disposition des IFC dans nos logiciels, de mettre carrément en open source, c'est-à-dire dans une fondation, de mettre ces outils de façon à ce qu'ils évoluent excessivement rapidement pour vous permettre d'échanger, sachant que la norme IFC, c'est avant tout une norme de sauvegarde. C'est-à-dire lorsqu'un bâtiment, lorsqu'un modèle est terminé, c'est de le mettre en stockage dans cette norme, de pouvoir le réutiliser dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais quoi. D'autres entités ont choisi d'autres standards, comme le standard COBie, c'est également quelque chose que nous avons intégré dans nos outils. La plateforme Revit, quelques exemples, je vous rappelle, pouvoir concevoir, calculer, simuler, visualiser avant même que ce soit construit. Voilà, là on est dans un modèle Revit, on a besoin de visualiser une partie d'un environnement de conception, on a la possibilité de lancer ce calcul directement dans le cloud. Pouvoir documenter, bien évidemment, ressortir l'ensemble des informations pour éditer, sortir sur traceur, etc. Ou alors, pourquoi pas, dans certains cas, on le voit de plus en plus aujourd'hui, faire des modélisations sur des imprimantes 3D. Si vous êtes intéressé, on pourra parler de cela. Tout ce qui peut être calcul de résistance, bien évidemment, toute la partie MEP, dans un seul modèle, l'ensemble des métiers sont réunis. Calculer le bilan énergétique d'un bâtiment, pareil, beaucoup de ressources informatiques. Vous lancez votre modèle dans le cloud, vous recevez directement les bilans énergétiques de ce bâtiment sur la base de calcul, comme le disait Jérôme tout à l'heure, les bases préliminaires. Ensuite, vous rentrez dans le détail avec les logiciels adéquats chez PISA. Visualisation, pouvoir représenter de la manière la plus réaliste possible une maquette à quelque moment que ce soit. Jérôme parlait tout à l'heure des problématiques dans le domaine hospitalier. L'APHP, d'une manière générale, est un gros consommateur de BIM maintenant, et ils se sont lancés à corps perdu dans le domaine. C'est également pouvoir visualiser au sens global du terme, c'est-à-dire de pouvoir se promener dans des maquettes, dans un environnement totalement réaliste, mais toujours dans le phase de simulation, par exemple ici sur des salles d'opération, pour pouvoir s'assurer de l'extraction d'air, du bien-être du patient, si je puis dire, pendant son opération, de faire des analyses d'évacuation pour éventuellement détecter dans les phases de conception on va dire, des nids de maladies nosocomiales, dans les gaines, etc., etc. Donc on peut aller excessivement loin dans toute la phase de simulation avant même que le premier coup de pioche de cet hôpital ne soit donné. Ça, c'est ce que vous apporte le BIM.
Ensuite, l'évolution du BIM, c'était aussi une réalité. On parle de 3D, mais on parle de 4D, 5D, 6D et même de 7D, donc ça va très très vite. Qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir, en l'occurrence ici, prendre un modèle de conception, un bâtiment, et de pouvoir le mettre dans son environnement, de pouvoir, en temps réel, se promener dans cette maquette. Donc là, le fils de Jérôme pourra jouer avec Navisworks, en l'occurrence, c'est de pouvoir intégrer tout ça, mais surtout, très très important, lorsque de multiples corps de métier travaillent simultanément sur une même maquette, c'est que s'assurer que la conception a été réalisée dans le bon ordre et surtout qu'on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'on n'aura pas sur le terrain à sortir ce que les gros constructeurs appellent la gomme à béton, une réservation qui a été oubliée pour le passage d'une gaine, c'est de pouvoir faire du clash detection sur la totalité de l'ensemble des corps de métier qui conçoivent ce bâtiment. Pouvoir lui associer également un planning de travaux et pouvoir simuler la construction de ce bâtiment, par exemple. Alors ça peut paraître un jeu assez rigolo, etc. Pas du tout. C'est utilisé par les grands groupes pour toutes les problématiques de sécurité de chantier. S'assurer que les zones de réservation, etc., sont bien correctes. Donc on peut aller excessivement loin, bien évidemment, grâce à ces modèles. Et de plus en plus aujourd'hui, les groupes de construction emmènent le modèle directement sur le terrain, directement sur une tablette, de pouvoir assurer une visualisation d'un modèle construit qui est sur un certain nombre d'ordinateurs, sur un serveur, de pouvoir utiliser dans toute la phase de construction sur le terrain ce modèle directement sur une tablette, s'assurer que tout est bien en ordre, qu'on a bien les bons éléments pour faire les réservations, utiliser les bonnes benches, etc., etc. Mais surtout, dans toute la phase de réception du bâtiment, pouvoir documenter cette information et remettre un bâtiment tel que construit, as built, remettre un bâtiment tel que construit à son propriétaire avec l'ensemble des informations parfaitement documentées qui vont lui permettre derrière d'assurer la maintenance. Le BIM gagne aussi le facility management, c'est-à-dire l'entretien et la maintenance des bâtiments. On voit ici une communication entre Vinci et Thales qui se lance dans ce domaine d'activité à partir du BIM. Alors qu'est-ce que le BIM pour la partie data management au sens gestion et maintenance? C'est un outil d'aide à la décision pour le gestionnaire. Ça, c'est en l'occurrence un exemple de nouvel hôpital Cochin à Paris. C'est de pouvoir interconnecter la maquette sur l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Tout ça, cela va permettre d'assurer un certain nombre d'éléments, tout ce qui est occupation, tout ce qui est space planning, donc la partie facility management, toute la partie asset, tout ce qui peut être gestion des contrats d'entretien de maintenance, par exemple, tout ce qui peut être nomenclature, les surfaces vitrées, les finitions, etc., etc. La maquette est à votre disposition pour sortir absolument tout ce qu'elle contient et en assurer bien évidemment un certain nombre d'éléments de décision pour tout ce qui est production incendie, système et équipement, etc. Tout ce qui peut être intervention. Les prescripteurs et les fabricants sont également dans la boucle, si je puis dire, dès aujourd'hui. Un certain nombre de grands du domaine se sont intéressés au BIM et commencent à produire, je discutais ce matin avec Atlantique qui est présent ici dans cet événement, mettre à disposition l'ensemble des objets qui vont permettre de terminer de construire un bâtiment, des portes, des fenêtres, des chaudières, etc., etc. Tous ces objets sont en cours de création aujourd'hui par les professionnels dans un format BIM exploitable par Evit de façon à être mis à disposition. Certains les mettent directement sur leur site web pour vous permettre de quantifier ou voire d'étudier la partie financière d'un bâtiment. Si je mets tel type d'interrupteur ou tel type de radiateur, etc., etc., mon bâtiment coûtera, etc. Je peux analyser toute cette information avant même que ce soit bien évidemment construit. En ce qui nous concerne, à l'échelle mondiale, on a bien un certain nombre d'accords en place. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo concernant Microsoft, c'est quelque chose sur lequel nous avons également plus que l'intention de travailler avec Microsoft dans la Silicon Valley, mais avec Schneider Electric, par exemple, cette collaboration autour de la construction durable va nous permettre de mettre à disposition très rapidement de nouvelles solutions logicielles, mais également de nouveaux services dans le cloud pour toutes vos conceptions au travers de cette différente collaboration. Le but, assurer la performance, bien évidemment, dans toute la phase de conception et de construction, assurer la réception et la mise en œuvre, si je puis dire, mise en service du bâtiment, et d'assurer ensuite son exploitation, la phase la plus longue, bien évidemment. Un but simple, mettre en place quelque part, au travers de la plateforme Revit, la carte vitale du bâtiment. Ça, c'est notre objectif. Quelques retours d'expérience. Les plus grands en parlent. Je vous conseille ces différents liens sur lesquels vous pourrez analyser, regarder en détail ce que les grands du bâtiment peuvent
avoir comme retour d'information, retour d'investissement sur ce genre de domaine, des grandes l'ingénierie, mais également des petits et des moyens, des bureaux d'études. Tout le monde aujourd'hui a tendance à plus que se lancer dans le BIM, c'est une réalité. Ils recrutent également, et on voit de plus en plus apparaître des offres d'emploi autour du BIM. Je vous renvoie éventuellement, date malheureusement assez facile à retenir, allez sur Antenne 2 Replay, le 6 janvier dernier. Vous regarderez ce qu'il y a eu le 6 janvier, si vous ne vous souvenez pas, mais il y a dans Télématin toute une vidéo, si je puis dire, sur l'ensemble des recherches qui sont faites actuellement dans le domaine du BIM, dans le domaine de la 3D. Près de 400 postes au mois de janvier étaient à pourvoir sur Revit, ne serait-ce qu'en région parisienne. Alors, les BIM mandate, le BIM d'une manière générale, trop souvent associé exclusivement au bâtiment. Il nous a paru important de faire une dégression sur la partie infrastructure et aménagement du territoire. Alors, je vous mets la traduction quand même. Ce projet, c'est le projet de la MI25 en Angleterre. C'est, on va dire, c'est l'équivalent des autoroutes autour du Grand Paris. C'est 188 km d'autoroute, 1,6 milliard de livres d'investissement. Le chantier a été poussé dans ses derniers retranchements avec l'utilisation du BIM. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le chantier a été remis avec 9 mois d'avance. 9 mois d'avance. Pendant ce temps-là, ils ont poussé le BIM au plus loin, si je puis dire. Ils ont inventé des nouveaux processus, ils ont inventé des nouvelles manières de traiter les déplacements de terrain, l'optimisation de terrain, etc. Tout ce qui peut être transport d'une manière générale. Donc les coûts, le retour sur investissement est absolument colossal. Mais remettre un chantier avec 9 mois d'avance, personnellement, j'avais jamais vu ça. Alors le BIM pour les infrastructures, même activité, la collaboration, cette fois-ci non pas sur un bâtiment, mais à l'échelle d'un territoire. Les usages, ils sont très très larges. C'est tout ce qui peut être, bien évidemment, visualisation, on retrouve les mêmes domaines d'activité, clash detection, coordination, visualisation, impression 3D, gestion du chantier, emmener la maquette sur le chantier, essayer d'imaginer sur une ligne LGV, sur une ligne autoroutière, ou ne serait-ce que sur un contournement de route en France avec giratoire, etc. L'apport de la maquette numérique directement sur le terrain, on va aujourd'hui sans aucun problème, avec un certain nombre de grands constructeurs, aller jusqu'au guidage d'engins, c'est-à-dire que le bulle ou la niveleuse sont directement pilotés en numérique et en GPS depuis le modèle numérique de terrain d'infrastructure. C'est-à-dire que toute la terre qu'on pousse, on la pousse au bon endroit, au bon moment et correctement, avec les bons dévers, les bonnes entrées, etc. Optimisation des terres déplacées, c'est quelque chose qui peut être très coûteux sur un chantier. Donc la plateforme BIM Autodesk est mise à votre disposition pour cela. C'est InfraWorks 360. C'est avant tout permettre de concevoir de manière réaliste toutes les phases préliminaires de vos projets et surtout dans son contexte, on reviendra tout de suite après dessus, vous permettre à tous de collaborer, bien évidemment, de pouvoir réintégrer des projets de pont, des projets de bâtiments directement dans l'aménagement et des capacités de conception excessivement avancées. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de discuter de manière très très sérieuse avec des fournisseurs de données d'une manière générale à l'échelle de la planète et on a déjà mis donc au travers de cet outil Model Builder un certain nombre de données gratuites sur l'ensemble de la planète. Et en l'occurrence ici, on va faire un petit exemple sur Montbonneau, cher à Patrick, ici présent, donc dans la région de Grenoble. Voilà, vous avez des données, toutes ces informations topographiques, cartographiques, y compris les images satellitaires, sont gratuites et mises à votre disposition. Vous le verrez, l'ensemble des rues, l'intelligence des rues qui vous sont proposées au niveau d'OpenStreetMap sont également présentes. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Si j'avais besoin de réunir toutes ces informations sur ce secteur géographique, un temps de recherche, un temps de travail et surtout un carnet de chèques bien rempli pour pouvoir capturer cette information. Là, je dis, voilà, j'ai besoin de ces informations, j'envoie ça directement sur le cloud, je reçois quelques minutes plus tard ou quelques dizaines de minutes plus tard un email qui me dit, bah voilà, je peux me connecter ici, je me connecte sur le lien et je vais télécharger directement mon modèle. Donc je valide ce modèle, je l'intègre. Ça prend, en vitesse normale, normalement 5 minutes. D'accord ? Donc là, un petit peu accéléré pour les besoins de la démonstration. Essayez simplement d'imaginer le temps qu'il vous faudrait
pour réunir toutes ces informations dans vos secteurs respectifs, dans vos communes respectives, pour modéliser de manière automatique ces informations. Je ne parle même pas gratuitement, mais de pouvoir directement récupérer ces informations. Donc là, on va pouvoir, sur cet outil, sur ce modèle, intégrer de nouvelles données, pouvoir faire de nouveaux projets, de nouveaux aménagements directement sur le modèle, interagir avec le modèle. Pour ceux qui ont déjà joué, les amateurs de jeux vidéo, si vous avez déjà joué avec SimCity, ça vous dit quelque chose, SimCity? Ah, il y en a deux dans la salle. Eh bien, c'est SimCity pour les professionnels. C'est aussi simple que ça pour tout ce qui est études préliminaires. Mais ça veut dire intégration de bâtiments, optimisation de profil en long, profil en travers, calcul de cubature, dimensionnement de canalisation, intégration de ponts, etc., etc. Là, on vient de retirer le bâtiment d'Autodesk à Montbonneau, l'existant, et on intègre directement un projet Revit. Vous allez voir si c'est la bonne vidéo. Normalement, ça devrait être le cas. Donc, un certain nombre de routes. C'est bien la bonne vidéo, Patrick, on doit retirer le bâtiment. Hein. Donc là, on va intégrer les délires d'un architecte qu'on a chez nous dans l'équipe. Voilà, on est dans l'environnement, on se promène dans quelque chose qui n'existe pas. Sur un environnement et un contexte réel, je rentre à l'intérieur d'un bâtiment qui n'existe pas, qui n'est qu'une conception, et dans un aménagement que je viens de définir moi-même. Je joue avec le produit. Et regardez, je vais faire une étude d'ensoleillement avec les calculs des ombres portées en dynamique. Ça, c'est la plateforme BIM d'aménagement du territoire que l'on vous met à disposition dès maintenant. Vous avez peut-être vu dans la première vidéo, en tout début de ma présentation, la ville du Havre. Je ne sais pas si vous avez vu, la totalité de la ville du Havre est modélisée de cette manière-là. Et maintenant, les services de la voirie, les services du bâtiment demandent à l'ensemble des architectes, des bureaux d'études, des géomètres qui interviennent sur les différents projets d'aménagement de la ville, de fournir un modèle BIM de façon à ce que la maquette numérique de l'existant telle que construite aujourd'hui puisse évoluer directement avec les futurs projets, les réalisations qui sont en cours. Donc on peut aller excessivement loin. Autre information, bien évidemment, vous avez dans vos donneurs d'ordre, etc., un certain nombre de propriétaires de systèmes d'information géographique. La plateforme InfraWorks lit et écrit tous les formats de systèmes d'information géographique qui existent aujourd'hui sur le marché, sans exception. Donc on peut intégrer de la donnée existante à volonté. Michel, je crois, parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'outils de calcul, de dimensionnement, de canalisation, etc., etc. Avant de pouvoir dimensionner les canalisations, de la même manière, grâce à ces données gratuites, on va pouvoir faire des calculs de bassin versant et pouvoir intégrer directement ces informations. Regardez très rapidement quelques vidéos. Je trace une route. Quand je vous dis c'est SimCity, c'est vraiment SimCity. Voilà, respect des normes routières françaises. Bien évidemment, règles de vitesse, intégration en courbe, etc., etc. Tout ce qui peut être intégré au niveau routier. Optimisation des calculs de cubature. Il est toujours très coûteux de déplacer plus de terre que l'on en a besoin. Tout ça se fait en dynamique sur le cloud. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de compétition pour faire ce genre de choses. Tous ces outils sont à votre disposition. J'interagis directement sur les environnements. Calcul de visibilité en carrefour. Est-il nécessaire de mettre en œuvre plus un giratoire qu'un carrefour traditionnel, etc., etc., avec, vous le voyez, des calculs d'ombre portée et des risques de non-visibilité, donc tout ce qui peut intervenir sur la partie circulation. On a des outils également qui vont excessivement loin, qui vous permettent de faire du road design, c'est-à-dire de simuler le passage d'un camion, d'un transport excessivement important, ou par exemple pour les constructions d'aéroports, de pouvoir déplacer un A380, par exemple, sur un tarmac d'aéroport. Il est toujours préférable de le faire avant, plutôt que comme à New York récemment, avec un petit coup d'aile, il gare un A320 qui était sur le côté. Ça peut éviter des coûts très très importants. Donc tout dans les phases d'ingénierie, tout ce qui peut être calcul de distance, visibilité, tout ça en dynamique. Tout ce qui peut être calcul de pont également. Donc toutes les phases préliminaires. Et lorsqu'on dit calcul de pont, on va jusqu'au calcul de base, si je puis dire, concernant la résistance des matériaux, la résistance du pont par lui-même. Voilà, là je vais faire un pont. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Faire un pont très rapidement au-dessus de cette voie. Pareil, optimisation en axe, optimisation entrée en terre, etc., etc. Mais là-bas au bout, je vais mettre un pont. Voilà, ici. Voilà, sur cette partie-là, tac, tac. Voilà.
voyez, c'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, les piles de pont au milieu de la route, c'est pas recommandé, hein, on va les déplacer, mais c'est aussi simple que ça de les déplacer. On va pouvoir interagir directement sur les calculs en dynamique, interagir sur les voussoirs, les types de ponts à utiliser, bien évidemment. Toutes les phases préliminaires peuvent être réalisées avec ce style d'outil. Donc là, la maquette numérique est à disposition dans son contexte réel pour des professionnels dans quelques domaines d'activité que ce soit, bien évidemment. Et on peut changer les types de ponts. Si je supprime, par exemple, voilà, ce support, le type de pont, vous allez voir, va se recalculer de manière dynamique. Regardez. Tac. Tout ce qui peut être donc dimensionnement de canalisation, bien évidemment, avec des calculs de versants dynamiques, on va excessivement loin, mais on fait de la planification. Et comme on peut le voir ici, en particulier sur l'image de droite, vous avez à la fois le dynamisme qui vous est apporté en termes de visualisation par rapport à l'existant, mais également par un relevé réalisé à partir de drones et à partir de lasers. Analyse et conception, autres exemples ici. On travaille actuellement avec deux entreprises, comment je pourrais dire, deux entités à l'intérieur de laquelle un certain nombre de têtes pensantes très très avancées collaborent tous les jours, une au MIT dans le Massachusetts, mais également une dans la région lyonnaise, qui conçoivent des modèles mathématiques qui vont permettre de se projeter en avant, projeter dans le temps, bien évidemment, pour, par exemple, dans la région lyonnaise, voilà l'état actuel de ma ville, qu'est-ce qui va se passer en 2020, en 2030 ou en 2050. En 2050, 60% de la population mondiale vivra en ville. On n'a pas du tout les infrastructures, on n'a pas du tout ce qui doit nous permettre d'accueillir cette population à cette époque-là. Et donc ces modèles mathématiques, on commence à les intégrer directement dans cette plateforme de façon à pouvoir faire de la simulation, simulation de circulation, simulation de besoins énergétiques, simulation sur l'ensemble de la ville. Interopérabilité, donc on intègre bien évidemment toutes ces informations, mais on peut également directement connecter des outils de conception et d'analyse préliminaire entre eux. Ça va, je suis pas mal, je suis dans le temps. Donc ici, la plateforme de conception civile 3D directement connectée avec InfraWorks. J'ai mon étude préliminaire qui est ici, j'ai mon outil de conception avancé qui est ici. Le propriétaire demande à ce qu'on fasse cette modification. Je reconnecte les deux modèles sont automatiquement en mode dynamique, remis à jour. Donc la maquette numérique disponible de manière transversale sur l'ensemble des métiers. Donc le BIM, c'est aussi pour les infrastructures, beaucoup de gains de productivité potentielle et pour nous, encore beaucoup de travail. Et on investit de manière excessivement lourde sur cet outil. Globalement, pour faire très simple, pour les gens qui l'utilisent et qui sont en souscription sur cet outil, tous les 3 mois, on a une nouvelle version du produit, avec des fonctionnalités assez considérables. Alors la mise en œuvre du BIM, pour terminer, et je vais reprendre, je ne suis pas mon vice-président Phil Bernstein, mais je vais reprendre ses propos, très très importants. Je crois que Jérôme les a abordés tout à l'heure. L'intégration du BIM dans vos entreprises en 10 points. Commencez déjà par oublier le logiciel. Point plus important, c'est l'éditeur qui vous dit ça. Commencez déjà par mettre vos problématiques logicielles de côté. C'est avant tout une décision d'entreprise. C'est une décision qui doit être prise au top de votre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme ça, par inadvertance, un lundi matin, après une lecture assidue le dimanche au petit déjeuner de Sciences et Vie Micro. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une décision d'entreprise. Le BIM entraîne des changements dans les méthodes de travail, bien évidemment. Ne pas essayer de reproduire, et c'est souvent l'erreur qui est faite, les anciens processus avec les anciens logiciels sur les nouveaux. Ça ne fonctionne pas. On ne fera pas de BIM avec AutoCAD. AutoCAD est là pour faire du detailing. On fait du BIM sur une plateforme numérique tridimensionnelle, en l'occurrence sur Revit. Faites l'état des lieux chez vous. Quelles sont les ressources qui sont mises à ma disposition et quel type de service, dans l'esprit au retour sur investissement, quel type de service je vais pouvoir apporter à mes clients. Si je ne le fais pas moi, d'autres vont le faire. C'est également ce que disait Jérôme ce matin. D'autres sont déjà dans le train, sont déjà très avancés, certains sont dans le wagon de tête et avancent très très fortement. Travaillez sur ce plan et communiquez-le. Faites savoir que vous êtes BIM ready, que vous êtes aujourd'hui prêt à délivrer du BIM au sein de vos entreprises.
Prenez un projet pilote, mettez une équipe en place avec un BIM manager et trouvez la bonne adéquation pour mettre en œuvre cette opération BIM au sein de votre entreprise. Ensuite, c'est du copier-coller, c'est du répétitif, bien évidemment. Sans accompagnement, c'est l'échec, c'est clair. Vos collaborateurs garderont bien évidemment en tête leur manière ancienne de travailler. Ils auront du mal à faire table rase du passé. Il faut que vous puissiez les guider, ou tout du moins qu'ils soient guidés à titre d'exemple et qu'une analyse de l'existant soit faite. Optimisez vos flux d'informations. Sans outils collaboratifs, le BIM n'a pas de salut. Il est indispensable de pouvoir travailler avec l'ensemble des bureaux d'études, des architectes, de vos donneurs d'ordre, des entreprises de construction sur un même modèle. Aujourd'hui, on a des outils pour cela, du data management, on a des outils Internet de plus en plus puissants, de la fibre et tout ce qui va bien. Optimiser vos flux d'informations est un point important. L'email n'est pas une solution pour un suivi de chantier. Ça fait rigoler, mais très souvent, malheureusement, c'est ce qu'on entend. J'attache un fichier AutoCAD à mon email, je l'envoie à mon prestataire, et alors, est-ce que c'est la bonne version? Personne ne le sait. J'ai ma version, il a la sienne. Au bout du compte, sur le chantier, la gomme à béton, et vous savez ce que ça coûte. Pour nous, notre job, avec nos partenaires, tels que FISA, c'est de vous accompagner dans la transformation de vos processus métiers, celle de votre industrie, bien évidemment, celle du BIM pour la construction au sens large du terme, et de vous soutenir dans votre évolution vers le BIM. Et je vous remercie.